Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu présent à ce nouvel épisode de la météo des marchés, réalisé en partenariat avec Business France dans le cadre du plan de relance. Donc je vous présente juste le sommaire de ce rendez-vous. D'abord, nous allons faire un point sur la dernière tendance des marchés export par Adrien Boussard de Business France. Ensuite, nous allons avoir des échanges avec deux opérateurs experts de l'export, Monsieur Olivier Dufour depuis Kiev et Madame Eva Parizel depuis Cracovie. Juste avant de commencer, je vous propose de prendre quelques minutes pour le rituel des présentations qui va nous permettre d'attendre aussi que tous les auditeurs arrivent sur ce webinaire. Donc, je vous propose de mettre à vos claviers. Vous pouvez nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Donc, vous pouvez utiliser la console de l'outil question qui est sur GoToWebinar. Et pour ceux qui ont des difficultés, sachez donc qu'Anna est là pour vous aider, donc n'hésitez pas à lui faire part de vos difficultés. Elle vous aidera par écrit à avoir le son et l'image. Donc là, n'hésitez pas, vous avez quelques minutes pour nous dire quels sont les vins que vous représentez, quels sont pour vous les objectifs aussi de ces marchés. Est-ce que vous y avez déjà envoyé des vins? Est-ce que l'objectif pour vous, c'est de les ouvrir? Donc, c'est le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à participer sur l'outil des questions. Et donc, nous traiterons aujourd'hui de deux marchés, donc le marché de l'Ukraine et celui donc de la Pologne. Et vous avez aussi un sondage d'ailleurs qui s'affiche pour ceux qui voilà, il y en a un sondage pour indiquer l'heure à laquelle vous préférez participer au prochain webinaire, donc dans le cadre des, euh, des webinaires que nous organisons avec Business France et donc la rédaction de Vitisphère pour présenter les opportunités export des vins français. Donc il y a plusieurs créneaux. Donc vous pouvez nous indiquer ceux qui vous semblent les plus pratiques. Donc, je vois que nous avons des représentants de la Champagne. Donc j'imagine particulièrement intéressés par ce marché. Aussi des transporteurs pour effectivement la ligne d'Ukraine. Bordeaux aussi avec Saint-Émilion. C'est deux ventes en ligne. Super. Ah ben, nous avons donc a priori une majorité assez nette pour le créneau de 10 heures. Donc super. Bah, merci beaucoup à vous pour ces réponses. Et merci à tous pour votre participation pour ces petites présentations rapides. Donc, je vais juste vous présenter pour les nouveaux auditeurs la fonction, le fonctionnement de nos webinaires. Donc, dans un premier temps, nos invités vont prendre la parole. Ce sera votre tour donc de poser des questions. Vous pouvez d'ailleurs les présenter au fur et à mesure du webinaire. Pour les questions écrites, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche. Ensuite, tapez votre question et indiquez éventuellement à qui elle s'adresse, si vous avez un interlocuteur en particulier. Et vous pouvez ensuite l'envoyer. Donc je me chargerai de poser les questions et éventuellement de les regrouper si elles portent sur un même sujet ou thématique. Pour les questions orales, vous pouvez cliquer sur la main quand le voyant devient vert. La parole est à vous. Et si vous cliquez par erreur sur la main, vous pouvez recliquer dessus pour désactiver la demande, il n'y a aucun souci. Vous pourrez ensuite télécharger la présentation qui s'affiche sur votre écran. Alors n'hésitez pas à cliquer dès maintenant. Et maintenant que les présentations sont faites et le sondage effectué, je vous propose de commencer par la météo des marchés, qui va être présentée par Adrien Boussard, qui est le référent sectoriel vin et spiritueux de Business France. Adrien, la parole est à vous. Merci Alexandre. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle météo des marchés. Commençons sans plus attendre avec notre fameuse carte, notre planisphère avec la situation pays par pays. Donc, on va commencer par la zone des Amériques où cela se passe plutôt bien. Par rapport au mois dernier, le Canada et les USA passent de la note 2 à 1. Donc, notamment, il y a une reprise des affaires au Canada avec des frontières qui sont ouvertes aux étrangers et une maîtrise de la quatrième vague. La campagne vaccinale, elle est à 78% pour une dose et 74% pour deux doses. En ce moment même, il y a même un Testing France organisé par Business France qui a lieu en ce moment même. Ensuite, les États-Unis, vous avez sans doute vu qu'il y a eu la réouverture des frontières pour les touristes depuis le 8 novembre, donc depuis cette semaine. Et par contre, les visas de travail seront accordés à partir du
de février 2022. Donc, il y a un climat des affaires vin spiritueux qui est au beau fixe. Petite note, cependant, Joe Biden oblige les salariés des entreprises de plus de 100 salariés à se vacciner d'ici le 4 janvier. Pour le Mexique, cela reste en deux malgré une nette amélioration de la situation. On est passé de 18 000 cas en août à moins de 3 000 aujourd'hui. Il y a eu le défilé de la fête des Morts qui s'est tenu du 31 octobre au 2 novembre. La vaccination augmente, on est avec soit 58% une dose et 57% de doses. Mais il faut savoir que les conséquences sociales du Covid restent encore très importantes. Et c'est aussi le 4e pays en termes du nombre de morts du Covid. Le Brésil passe en 1 également. L'activité économique a largement repris dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. Les statistiques des dernières semaines sont excellentes. Retour à la normale, vol régulier, aucune quarantaine. Donc 75% de la population a une dose et 55% deux doses. On passe maintenant du côté de l'Asie-Pacifique. Alors, la situation s'améliore en Australie. Avec la fin des confinements en octobre en Nouvelle-Galles du Sud et dans l'État de Victoria. Le CHR est réouvert et les voyageurs internationaux, les voyages internationaux pour les Australiens ont repris il y a quelques semaines. C'est une première depuis mars 2020. La condition, il faut être entièrement vacciné. Alors, on garde la note en 2 parce que les voyageurs étrangers ne sont toujours pas autorisés à visiter le pays. Du côté de la Chine et Hong Kong, il reste en 1 avec une stratégie évidemment zéro Covid. Alors, il y a parfois des cas qui se déclarent dans certaines villes pour lesquelles on impose un lockdown et le déplacement des régions reste limité. Mais les affaires ont déjà repris depuis plusieurs mois. En ce moment même, il y a le salon Provine China qui se tient à Shanghai et quelques jours auparavant, il y a eu le CIIE. Donc voilà, tout se passe bien. Il y a un peu moins de visiteurs sur les salons, mais les entreprises sont assez satisfaites des visiteurs. La Corée du Sud également toujours en 1, elle est maintenant entrée dans sa phase 1 de la stratégie vivre avec le Covid. 74% de la population avec une dose et 80% de la population avec une dose et 74% avec deux. La situation s'améliore au Japon avec un passage de 20 000 cas par mois à 1 000 cas par jour aujourd'hui. Pardon, 20 000 cas par, 1000 cas par jour aujourd'hui. Donc, il y a 78% avec deux doses, une dose, pardon, et 73% deux doses. Mais il y a toujours une quarantaine obligatoire pour les étrangers. Elle est passée de 10 jours à 3 jours. Donc, c'est beaucoup moins restrictif pour rentrer dans le pays en tant qu'étranger. En Asie du Sud-Est, la situation elle est variable en fonction des pays. Donc, la Thaïlande a enfin réouvert ses frontières aux touristes étrangers depuis le 1er novembre sans quarantaine obligatoire. C'était déjà ouvert depuis le 1er octobre, mais il y avait une quarantaine de 7 jours qui était demandée. Donc, on reste cependant encore en note 2, car la situation reste fragile. On est avec 45% deux doses et 63% une dose. Singapour vit la vague la plus importante des contaminations depuis le début de la pandémie. On est à 3 365 cas par jour par rapport à moins de 50 cas par jour entre septembre 2020 et juillet 2021. Voilà, pour répondre à la crise sanitaire, les autorités ont décidé depuis le 20 octobre d'étendre les restrictions sanitaires réinstallées fin septembre, donc jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors, c'est une situation qui surprend un peu parce que le Singapour est le 4e pays le plus vacciné au monde avec 84% de sa population. Alors, les symptômes sont en général plutôt bénins, mais ce sont surtout les personnes âgées qui sont touchées. Et enfin, le Vietnam, alors c'est le seul pays de la zone qui reste en note 3. Donc, la vaccination est de 60% avec une dose et 25% de deux doses. Donc, les commerces et restaurants restent ouverts, mais c'est un pays qui est toujours fermé aux touristes depuis de nombreux mois maintenant. D'ailleurs, les importations de vin ont fortement chuté depuis plusieurs mois. Alors, on pourrait me dire, l'Australie aussi ferme toujours ses frontières aux étrangers, mais les Australiens sont beaucoup plus consommateurs de vin. Donc, il y a un marché des affaires qui est un peu plus sympa pour les vins et spiritueux. On va passer du côté de l'Afrique. Alors, on va se concentrer sur deux pays. La Côte d'Ivoire et le Nigeria sont en note 1. C'est des pays chauds qui semblent mieux résister au coronavirus. À noter que le Nigeria prévoit de vacciner 70% de sa population d'ici fin 2022. Alors, ils en sont à 3% actuellement, donc c'est une population, il y a 200 millions d'habitants là-bas, donc ça va prendre du temps. Le nombre de cas est stable depuis un mois, ils sont environ 100 cas par jour. Bon, ceci est à relativiser par rapport au nombre de tests réalisés qui est assez faible.
On va passer à l'Europe maintenant. Donc, vous avez sans doute vu dans les news qu'il y a une augmentation globale des cas un peu partout en Europe. Cependant, il y a un climat global des affaires qui reste bon et le CHR il est ouvert dans la plupart des pays. On a une vaccination qui a atteint un plafond de verre dans la plupart des pays de l'Union européenne. On est environ à 75-80%. Je ne vais pas couvrir tous les pays de l'Europe. Par contre, je vais faire un petit point sur quelques-uns qui ont vu leur note changer. Donc, l'Allemagne est passée en deux. Donc, il y a une reprise qui est freinée par l'augmentation des cas positifs et il y a un climat d'incertitude lié à la pandémie et surtout la constitution d'un nouveau gouvernement. Donc, il y a plusieurs événements B2B et B2C qui sont annulés et il y a plusieurs lieux publics qui ne sont ouverts qu'aux personnes vaccinées ou guéries. Le port du masque redevient obligatoire dans certains lenders. Les Pays-Bas également passent en deux. Le nombre de cas est passé de 1700 à 7500 cas par jour au 1er novembre. Donc, c'est une augmentation du nombre de cas qui fait suite à la levée des règles de distanciation sociale depuis le 25 septembre. Il y a le port du masque qui est de nouveau obligatoire. Alors, par contre, l'Espagne est passée en 1. Donc, il y a une activité qui bat son plein et il y a très peu de cas. Et ils sont à 80% de vaccination. Je vais terminer par les deux pays qui nous intéressent, la Pologne et l'Ukraine. Donc, la Pologne reste en note 1 malgré l'augmentation de cas. Il y a une vaccination qui stagne à 60%. Il n'y a pas de passe sanitaire obligatoire dans le pays. Le CHR reste ouvert, mais il y a une jauge maximale de 75%. Enfin, l'Ukraine reste en 2. Alors, depuis fin août, l'Ukraine est entrée dans la vague la plus brutale de toute la pandémie, avec plus de 24 000 cas par jour à la date du 4 novembre. Il y a un taux de vaccination qui reste faible, avec 24% une dose et 17% deux doses. Donc, en date du 1er novembre, il y a 16 régions, les oblasts ukrainiennes, qui sont mis en niveau rouge, où il y a des restrictions qui sont imposées, telles que le pass sanitaire ou les tests PCR. Donc, il faut noter quand même que le choc de cette crise sanitaire en Ukraine, il est bien moins important que la crise économique de 2014, où il y avait une récession de 10% du PIB. Et là, le FMI prédit une croissance de 4% du PIB pour 2021, mais ça peut être revu. Voilà pour cette vision rapide et synthétique de la météo des marchés sur certains marchés clés. Je vais passer maintenant du coup à un petit point statistique parce que c'est ma spécialité sur notamment la Pologne et l'Ukraine. Donc Agnès, est-ce que tu peux passer à la slide suivante pour le marché de la Pologne. Donc la première animation, s'il te plaît, Ania. Voilà, donc ça, ce sont les importations totales de vin en volume et valeur en Pologne. Donc actuellement, les importations polonaises en 2020, elles s'élèvent à 313 millions d'euros et 140 millions de litres. Tout vin confondu. 21e importateur mondial en valeur et le 18e en volume. Il faut noter que depuis 10 ans, les importations ont connu une augmentation de plus 94% sur la valeur et plus 47% sur les volumes. Ensuite, le marché du vin, sur l'animation suivante, on va voir le marché, la répartition des ventes de vin en Pologne. Donc, sur 2020, il y a eu 200 millions de litres de vin qui ont été vendus sur le marché polonais. Donc, ça fait du 2 millions d'hectolitres, si je ne me trompe pas. Donc, la répartition, elle est assez intéressante. On est quand même sur un marché où les effervescents et les vins blancs sont très prisés. Donc, on est sur du 17% de vins effervescents consommés et 37% de blanc. Il y a un peu de rosé et 44% de rouge. Ensuite, sur l'animation suivante, donc ce sont les importations de vin en volume en 2020. Donc, c'est les principaux pays fournisseurs. Donc, l'Italie est le premier pays, suivi de l'Allemagne, de l'Espagne, des USA et enfin de la France. On est 5e fournisseur du pays avec 12,2 millions de litres de vin français importés par la Pologne. Au niveau de j'ai pas mis la valeur, mais au niveau de la valeur, la Pologne a importé pour 34 millions d'euros. C'est le quatrième, on est 4e fournisseur, donc bon, il n'y a pas beaucoup d'évolution sur le nombre de places. Par rapport à 2019, sur la valeur, on est à moins 6,34% en valeur et moins 0,85% en volume. Donc voilà, il y a une petite récession par rapport à 2019, ce qui est assez logique avec la crise sanitaire. Sur l'animation suivante, alors voilà, il y a une toute petite production locale qui est marginale en Pologne, ça représente 0,04% des ventes.
Donc, comme je l'ai dit, là, on a les importations polonaises. Donc, comme je l'ai dit, 34 millions d'euros en valeur et 12,2 millions de litres en volume. Alors, par contre, il faut noter que par rapport à 10 ans en arrière, on est à plus 57% de vins français de vins français importés et plus 45% en volume, donc c'est depuis 10 ans. Et je voulais vous mettre en avant quand même quelque chose d'intéressant, ce sont les exportations françaises directes en Pologne. On a des chiffres qui sont très différents. Donc, on est sur 64 millions d'euros de vins français, on va dire de vins depuis la France exportés, et 23 millions de litres. On est sur un prix moyen export de 2,80 € par litre. Donc, vous voyez, il y a des beaux chiffres, des beaux pourcentages d'exportation. La Pologne, pour la France, c'est le 11e client en volume avec 23 millions de litres et 19e client en valeur. Alors, vous allez vous me dire, mais il y a quelque chose qui est quand même bizarre. La Pologne déclare importer 12,2 millions de litres de vin français et nous, on déclare en exporter 23 millions de litres. Alors, l'explication vient sur l'animation suivante. Il y a deux raisons, en fait. Donc, Agnès, que tu peux faire. Voilà. Donc, ça, c'est la répartition des exportations françaises par catégorie en volume. Donc, comme vous le voyez, on est sur du 14% d'AOP, 17% d'IGP, 5% de vins de France. Et il y a une grosse partie qui sont ce que j'appelle les vins non français. Ce sont des vins sans indication géographique, États membres, plus communément appelés vins de la communauté européenne. Et ça représente presque 60% des vins qui partent de la France en Pologne. Donc, globalement, ça peut être des opérateurs négociants qui importent du vrac espagnol, par exemple, ou des mous espagnols, et qui réembouteillent en France et qui les envoient ensuite en Pologne. Donc, effectivement, ces 13,3 millions de litres, si on les enlève des 23 millions de litres, on arrive déjà plus qu'à 10 millions de litres exportés depuis la France. Ça colle toujours pas aux 12,2 millions de litres importés depuis la Pologne. En fait, il y a quand même, il faut savoir qu'il y a une petite part de réexportation de vin qui passe par l'Allemagne, notamment Lidl. C'est un des acteurs qui redistribue les vins du hard discount sur la Pologne. C'est vraiment là où tous les vins français, il y a une grosse partie qui passe par la Pologne. J'ai des chiffres comme quoi c'est à peu près 20% des volumes, mais c'est assez dur à tracer, donc je préfère pas trop m'avancer sur ce chiffre. Voilà, c'était effectivement un petit point sur la Pologne. On va passer maintenant. Je voulais juste dire un petit point sur les appellations quand même qui sont fortement consommées en Pologne. Ça reste Bordeaux en premier, suivi du Rhône. Maintenant, donc le marché du vin en Ukraine. Donc, les importations sur 10 ans. Pologne, on est sur un marché deux fois moins valorisé. On a 150 millions d'euros de vin importés pour 53 millions. Alors, les volumes sont restés, on va dire, plutôt stables sur 10 ans. Une augmentation de plus de 100% sur 10 ans. Donc, il y a eu une belle valorisation des vins importés en Ukraine. Alors, ce que vous pouvez voir, la petite diminution entre 2013, 2014, 2015, c'était la crise économique en Ukraine, notamment. Donc là, il y avait une petite récession. Il y avait aussi l'annexion de la Crimée par la Russie, qui a joué sur les volumes de vin disponibles en Ukraine, parce que la Crimée est un gros bassin de production. Donc, suite à ça, il y a quand même, donc, suite à la crise économique, il y a une reprise de l'économie avec une augmentation des importations. L'Ukraine, c'est le 31e importateur en volume mondial et 32e importateur en valeur. Sur l'animation suivante, alors c'est le marché des vins. Voilà, le marché, les ventes de vins toute origine en volume en Ukraine, on est sur du 170 millions de litres consommés en 2020. Et là, petit détail par rapport à la Pologne, c'est un marché de vins effervescents très fort. 36% des vins consommés sont des vins effervescents. Il y a des blancs à 21% et sur les rouges, on est à 40%. Et puis avec les rosés, 43%. 39 plus 4, 43%. Ensuite, sur les importations ukrainiennes, donc sur l'animation suivante, on va voir le positionnement de la France. Donc, effectivement, comme on peut le voir, les
l'Ukraine a importé pour 53 millions de litres de vin en 2020. Donc l'Italie est le premier fournisseur de vin en Ukraine, suivi de la Géorgie, de l'Espagne et ensuite de la France. Donc évidemment, l'Italie fournit pas mal de vins effervescents, évidemment c'est le Prosecco. La Géorgie fournit aussi des vins pétillants rouges, ils ont une petite production locale. L'Espagne sur le cava. Bon, après, il y a effectivement d'autres vins qui sont fournis. Enfin, sur l'animation suivante, alors, l'Ukraine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un marché, il y a une production locale assez importante qui est de 120 millions de litres, donc on est sur du 1,2 million d'hectos. À titre de comparaison, la France, on est sur je crois que cette année, c'était du 40 millions d'hectos, donc bon, on est sur quelque chose de quand même très différent, mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, voilà, dans les pays de l'Europe de l'Est, il y a une production locale. Et donc, si on fait les petits calculs, 120 millions de litres produits localement, plus les 53 millions de litres importés en 2020, et ben, on arrive à peu près sur le marché de vente de vin en Ukraine, qui est de 170 millions. Au niveau des importations ukrainiennes de vin, on est sur du 24 millions d'euros 24 millions d'euros en valeur et 5,7 millions de litres. On a des belles augmentations aussi, on est à plus 94% en valeur et plus 171% en volume. Alors, contrairement à la tendance globale, c'est vrai qu'on a les volumes français, il y a plus d'importations de volumes français que de valorisation. Sur les exportations françaises directes, évidemment, les chiffres là sont différents aussi. On est sur du 13 millions d'euros exportés en Ukraine et 3,3 millions de litres. Donc là aussi, des volumes et des valeurs, des croissances d'exportation, des évolutions d'exportation qui sont similaires, avec plus 87% depuis 10 ans et plus 106% depuis 2011. Un prix moyen export à 4 euros le litre. Donc les exportations françaises se valorisent un peu mieux en Ukraine qu'en Pologne. À noter qu'il y a là aussi des plateformes de réexportation de vin français. Donc là, cette fois-ci, c'est depuis la Pologne, c'est le premier exportateur, la Belgique et un peu l'Italie aussi. Donc, globalement, pour vous faire le schéma par rapport à la Pologne sur la slide suivante, c'est les vins français passent par l'Allemagne, la Pologne et arrivent en Ukraine, qui reste le marché final. Et enfin, sur la dernière animation, donc voilà la répartition des exportations françaises par catégorie. On est sur quelque chose d'un petit peu différent que la Pologne, donc il y a une plus grosse part de vins français tels que les AOP, les IGP, les vins de France. Il y a une part de vin effervescent qui est un peu plus importante, les mousseux et les champagnes notamment, donc, qui représentent 7% des exportations françaises. Mais on a encore de la marge pour récupérer les parts de marché des Italiens et des Espagnols. Là aussi, vous voyez que la part de vins non français, donc les vins sans indication géographique État membre, ça représente quand même 39% des exportations de vins français. C'est 1,3 million de litres. Donc voilà, ces différences entre les importations et les exportations s'expliquent donc par plusieurs facteurs. Donc la part de vins non français que la France déclare exporter, tandis que l'Ukraine déclare importer des volumes de vins d'origine France. Et là, il y a la part de réexportation. Donc on a vraiment des situations qui sont toujours un petit peu différentes entre les pays et entre les normes déclaratives des douanes de chaque pays. Voilà, est-ce que je pourrais effectivement ajouter, il y a quelque chose aussi qui se fait pas mal sur la partie des vins effervescents. Il y a pas mal, plutôt sur la Pologne, mais il y a pas mal d'importations de mou et de l'embouteillage en Allemagne ou en Pologne des vins effervescents, donc qui arrivent ensuite sur le marché polonais, puis ukrainien éventuellement. L'Italie, elle a 75% des parts de marché en volume pour les effervescents sur la Pologne, donc, et la France, on est sur 6% de parts de marché. Donc voilà, on a de la marge sur les effervescents, mais aussi sur d'autres vins, on est bien valorisé sur les vins tranquilles. Voilà, je terminerai cette présentation, je l'espère pas trop longue et qui aura été intéressante, et je vais repasser la parole à Alexandre. Merci de votre attention. Merci beaucoup Adrien pour ces chiffres et ces analyses qui permettent vraiment d'avoir une vision d'ensemble des forces en présence sur ces marchés. Nous allons poursuivre maintenant avec deux opérateurs en Pologne et en Ukraine que j'invite donc à me rejoindre et à ouvrir leur caméra. Donc, je remercie pour leur disponibilité Madame Eva Parizel, qui est la fondatrice et la directrice depuis une dizaine d'années
Bonjour, Parisel, de Bonjour. Vinice Franchi à Cracovie et Monsieur Olivier Dufour, le fondateur de l'importateur et distributeur Vinoliub, qui est basé à Kiev Bonjour, depuis une quinzaine d'années. Bonjour Monsieur Dufour. bonjour Alexandre. Une première question pour entamer la conversation que nous allons avoir. Adrien évoquait à l'instant les enjeux de réexportation de vin depuis la Pologne. Qu'en est-il en Ukraine? Est-ce que c'est une étape de réexportation? Est-ce que c'est une destination finale, Monsieur Olivier Dufour? Euh, alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vins importés en Ukraine qui passent par la Pologne, notamment pour les questions relatives au banderolage des bouteilles avec des accises, des banderoles fiscales, etc. Par contre, vu justement cette complexité administrative, une fois qu'ils arrivent en Ukraine, ils sont destinés uniquement au marché ukrainien, et donc c'est la fin du parcours. Quelles sont les complexités Il n'y a pas de administratives que vous réexportation évoquez? depuis l'Ukraine. Pardon? Quelles sont les complexités administratives que vous évoquiez? Ce sont des enjeux d'accise, de réglementation pure? Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que avant que les bouteilles rentrent sur le territoire ukrainien, elles doivent être banderolées avec, vous savez, le bout de papier qu'on met sur le goulot de la bouteille. Ça ne peut pas se faire en Ukraine, donc ça doit se faire en amont. Donc, nous, pour les vins que moi j'importe, je travaille avec un prestataire français, mais pour des raisons aussi de coût, je sais qu'il y a beaucoup d'importateurs ukrainiens qui préfèrent passer par la Pologne et qui font donc banderoler leurs bouteilles en Pologne. Voilà, donc je dirais que c'est essentiellement cette complexité-là qui fait que la destination de l'Ukraine est une destination finale. On ne peut pas D'accord, merci. réexporter des bouteilles avec des banderoles fiscales ukrainiennes. D'accord, tout à fait. Et en termes de consommation domestique, Madame Parisel, comment est-ce que vous définiriez la Pologne? Peut-on parler d'un marché mûr ou est-il émergent? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je peux dire de mon petit niveau, moi je suis une petite importatrice, donc je peux dire comment je vois de mon coin de Cracovie. À mon avis, nous sommes, la Pologne est vraiment un marché qui est émergent et ça je vois depuis 10 ans que j'ai mon entreprise. Et parce que c'est lié directement en augmentation de niveau de vie, je pense, et d'enrichissement de pays, de tout entier. Il y a 22 ans, quand, en 1989, la Pologne avait des problèmes approvisionnement dans les boutiques, il n'y avait pas beaucoup de choses, donc personne pensait des vins. Maintenant, la génération qui était à l'époque, elle était jeune, maintenant ce sont les gens qui ont du pouvoir d'achat et donc effectivement, ils commencent à s'intéresser au vin et donc c'est le marché qui se développe avec le développement du pays, je dirais, avec la conscience des gens qui voient qu'il y a d'autres choses qui sont maintenant, qui s'occupent plus des choses primaires. Ils commencent à avoir la culture culinaire. Ils commencent à s'intéresser au pairing, toute une culture gastronomique, à wine food. Ce sont des choses que les Polonais découvrent. Et je vois que depuis pas plus que 10 ans, je dirais 8 ans, c'est vraiment flagrant. D'accord. Et quand vous évoquez la Pologne, est-ce qu'on peut avoir un ensemble homogène ou est-ce qu'il y a des différences entre les grandes villes et d'autres zones géographiques? Moi, je pense qu'il y a une division assez nette de l'Est du pays qui est un peu... Euh, c'est une division qui est vraie pratiquement pour tout, pour les vaccinations, pour la politique aussi. Donc, plus la Pologne de l'Ouest et plus, je pense qu'elle est beaucoup plus consommateur de vin et avoir aussi le vin français que de l'Est du pays. Je dirais comme ça, c'est de mon point de vue. D'accord. Merci beaucoup, Mme Parisel. Et en Ukraine, Monsieur Dufour, comment est-ce que vous voyez l'avancée, la maturité, pour ainsi dire, du marché? Est-ce qu'il y a aussi des différences entre les zones géographiques?
Bah, oui, ça c'est c'est certain parce que bon, je dirais que pour faire simple, en Ukraine, il faut considérer les grandes villes, voire maintenant un peu plus aussi les villes moyennes, et puis après le reste du pays. Donc, si vous prenez, alors bien sûr, la capitale Kiev ou des villes comme Lviv, Kharkov, Odessa, Dnipro, donc là, on a des grands centres urbains et on a une consommation plutôt citadine, parfois j'appelle un peu bobo, qui se développe avec un effet de mode. Et donc, il y a une vraie dynamique de consommation des vins et notamment de consommation des vins secs. Euh, Sachant que l'Ukraine a toujours été un pays connu pour à la fois la production, mais aussi la consommation de vins plutôt sucrés. Mhm. Donc cette consommation citadine, elle s'oriente effectivement à travers ces effets de mode vers une consommation de vins plus secs et une consommation aussi plus à la maison et en after work. Voilà. Après, si vous sortez des grandes villes, vous allez un petit peu à la campagne, là c'est totalement différent. Donc on retrouve des petits magasins, des produits petits ou des choses comme ça, où là, consommation de vin, à part les vins ukrainiens, en tout cas celle des vins étrangers, est quasiment inexistante. D'accord, merci beaucoup. Et Adrien commence à évoquer l'enjeu de la stabilité politico-économique de l'Ukraine. Est-ce que ça a des impacts sur les affaires, sur la capacité à se projeter, Monsieur Dufour? Oui, si je vous disais non, vous ne me croiriez pas. Je crois que c'est Adrien qui parlait tout à l'heure un peu de la période de 2014-2015 avec les chutes dramatiques de consommation et de pouvoir d'achat. Donc oui, l'Ukraine est un pays où, l'expression n'est pas bonne, mais où on fait des montagnes russes. Alors c'est pas vraiment la bonne comparaison, mais effectivement, on a quand même eu une dévaluation en 2015 de 300% de la monnaie locale, et on a toujours un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de savoir si il y aura ou pas une stabilité dans les années à venir. Voilà, c'est aussi un pays qui a perdu entre le moment où je suis arrivé il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui, qui a perdu à peu près 15 millions d'habitants. Donc voilà, il y a aujourd'hui des enjeux politico-économiques qui sont difficilement appréhendables, voilà, avec une vision à long terme. On vit plutôt sur le court terme, D'accord. sans vouloir dramatiser d'ailleurs. Oui, on entend bien. D'accord. Et Madame Parisel, en Pologne, il y a également des sujets de préoccupation politique. Et quels sont leurs impacts économiques sur les affaires? Ben oui, bien sûr, il y a des problèmes politiques. Toute l'Europe en voit. Donc, les angoisses sont là. Je pense que c'est pas spécialement pour le marché de vin, c'est pour toute l'économie. Quand il y a l'angoisse, on économise, on n'achète pas. Mais je pense que paradoxalement, grâce à cette épidémie, il y a le marché de vente de vin qui s'est développé parce que les gens restaient à la maison et puis je dirais qu'ils s'ennuient et comme les grands magasins étaient fermés pendant assez longtemps, la vente en ligne par internet pourrait se développer, bien que il faut savoir que la vente en ligne est interdite en Pologne officiellement. Donc, par exemple, moi, je vends pas, c'est notre choix, mais je sais bien que les entreprises vendaient beaucoup, beaucoup. C'était vraiment une explosion de ventes par Internet, des vins. Les gens trouvent les astuces. C'est pas autorisé, mais les entreprises de vente trouvent des astuces. Mais l'angoisse, c'est vrai pour toute l'économie. Merci beaucoup. Vous évoquez justement les enjeux finalement
de l'après-Covid, en tout cas des éléments qui allaient être modifiés dans les marchés suite à la pandémie. En, Oui. Est-ce qu'en Ukraine, il y a aussi des effets finalement sur le marché de la crise Covid par rapport aux ventes sur Internet ou ensuite par rapport peut-être à des ventes directes, des ventes en restauration, Monsieur Dufour? Ouais, bah, après, on retrouve un peu les mêmes. Il se passe un peu ce qui s'est passé dans tous les pays du monde, hein, c'est-à-dire que la consommation à la maison s'est développée. Nous, on s'est énormément développé. On a une boutique aussi. Les ventes directes ont vraiment augmenté de plus de 70%. Par contre, voilà, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est HoReCa, hôtel, restaurant, café, euh, voilà, ça c'est, on a perdu beaucoup. Bon, je pense que ça c'est vrai dans tous les pays. Là, récemment, je discutais avec une amie restauratrice la semaine dernière. Alors, ils ont remis en place le lockdown. Les restaurants restent ouverts, mais il faut présenter un certificat de vaccination, un peu comme en France. Et la semaine dernière, ils avaient déjà perdu 45% de clientèle. Donc voilà. Bon. En même temps, je pense que c'est un peu partout, hein, dans tous les pays. D'accord, tout à Voilà. fait. Et peut-être une spécificité justement sur le marché ukrainien, ce que vous évoquiez, c'était par rapport au goût sucré et peut-être aussi les enjeux d'acidité finalement. Quelles sont les tendances de consommation en la matière, à la fois sur le goût et en même temps peut-être aussi sur les autres tendances dont on parle dans les autres marchés comme les vins bio nature et les AOP couleurs peut-être qui sont Ouais. recherchés pour même les cépages. Alors, ouais, bon, moi je suis importateur, on est distributeur, on travaille avec un peu tous les segments de marché, y compris la grande distribution, en tout cas en tant qu'apportateur technique. Mais moi, on a aussi une boutique et tous les jours, je vois les clients. Et en fait, le marché de l'Ukraine, si on parle des vins secs, c'est un marché des vins du soleil. Les Ukrainiens, quand on vend une bouteille de vin, on sait très bien que la première chose, on leur demande s'ils veulent un vin plutôt sec, bien sûr, mais après, est-ce que on sait qu'ils ont peur de l'acidité dans le vin. Et donc, on arrive. Moi, j'ai été un des premiers à faire venir en Ukraine, à importer en Ukraine des vins du Languedoc, qui sont excellents en termes de rapport qualité-prix. Aujourd'hui, ça reste quand même, à la fois en termes de prix, mais aussi en termes de style de vin, ce qui correspond le plus au style des primo-consommateurs de vin sec. Alors, je ne peux pas dire que les autres régions n'ont pas de place, mais voilà, quand on a les gens à la boutique, on sait que leur goût est plutôt quand on organise aussi, par exemple, un événement, on va plutôt choisir le chardonnay que le sauvignon parce que ça sera plus rond, ça sera plus, entre guillemets, diplomatique pour les soirées. Voilà, donc effectivement, l'appétence pour les vins secs en Ukraine est plutôt sur des cépages et des styles de vin assez ronds en bouche. D'accord. Et, euh, et en Pologne, quelles sont aussi les tendances par rapport au goût et même peut-être par rapport au mode de consommation? Mhm. Moi, je dirais, bon, moi, je vends pratiquement 95% de mes vins au restaurateur. Donc, l'année dernière, vous pouvez imaginer que c'était vraiment une chute libre. Mais j'ai quand même un réseau des ventes individuelles aussi. Donc, ça nous a sauvés, si je peux dire. Je vois en ce qui concerne l'ego. Et traditionnellement, je dirais que les Polonais, comme les Ukrainiens, peut-être aussi, aiment un peu sucré pour que ça soit pas trop sec. Et souvent, je demandais pour que ça soit pas trop sec. C'était la demande
de vin quand je vendais. Mais maintenant, je vois vraiment une tendance des vins nature ou bio. Moi, depuis 10 ans que j'importe des vins, j'ai décidé dès le départ que je ne vais pas faire la concurrence ni aux livres ni aux champs. Et donc, je me suis adressée aux petits vignerons indépendants ou vignerons des vignobles familiales, et j'essaye de vendre le vin disons de qualité, donc vraiment de vins plus chers que moins chers, ou des vins de bonnes appellations pour que ça soit vraiment représentatif au niveau de terroir, etc. Et je vois que les restaurateurs qui possèdent les sommeliers, c'est de plus en plus souvent vrai, ils sont plus éduqués, et c'est eux qui évangélisent, si je peux dire, les Polonais, et donc c'est eux qui mettent la musique, et c'est la tendance de bio et de nature. Je dirais que c'est vraiment très très présent maintenant. Et moi, je suis depuis 10 ans ce mouvement, mais maintenant c'est présent en Pologne. D'accord. Bio Pour et vous, nature. oui, cette demande des vins bio, des vins nature, donc pour vous, c'est encore une niche ou ça devient justement quelque chose de beaucoup plus important en termes de volume et de demande? Non, mais au départ, j'avais que des vins de culture raisonnée. Et ça s'est fait au cours des ans. Il y avait une évolution naturelle vers vin bio, dont j'ai peut-être la moitié de mon portefeuille. Et donc, pour moi, je n'ai pas de vin naturel, parce que je n'ai pas trouvé celle que je voudrais vendre. Mais la tendance bio, pour moi, c'est naturel et c'est normal. Je pense que j'ai pas de problème avec cette demande. Et par contre, les grands restaurants de Varsovie ou de Cracovie ne me demandent pas encore les vins naturels. Donc, mais je sais que la tendance est là. J'entends les sommeliers qui discutent entre eux et que c'est la tendance. Mais j'ai pas encore de demande. Merci. Et en Ukraine, est-ce qu'il y a aussi une tendance pour le bio et le nature? Alors, en Ukraine, d'abord, c'est un pays qui se tourne vraiment vers l'Europe, et c'est un pays où on aime les tendances. Pas uniquement pour le vin, mais les gens sont très, je parle encore une fois de cette culture citadine, un peu à la mode. Les gens aiment bien les tendances. Donc, c'est vrai que sur le bio, il y a effectivement une appétence. Ça ne représente pas les plus gros volumes, mais on reste à l'écoute. Moi, je fais venir de plus en plus de vins bio. J'essaye aussi, j'ai essayé et je continue à essayer les vins. Alors, quand on dit nature, j'imagine qu'on appelle, c'est les vins sans soufre. Bon, après, donc j'essaye aussi avec les vins sans soufre. C'est marginal. Après, nous, on a quand même un souci, c'est le camion, il fait 2500 km avant d'arriver à Kiev. Donc, en termes de qualité, notamment pour des vins non sulfités, il faut quand même être sûr que la fermentation, elle repart pas en cours de route, quoi, ou qu'on n'ait pas des problèmes de qualité à l'arrivée, voire de casse théique ou des choses comme ça. Mais il y a effectivement une vraie appétence pour tout ce qui est tendance en Ukraine, même si ça reste assez marginal, mais ça permet de se démarquer en tant que. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Dernière question avant de passer à celle des auditeurs. Quels sont vos conseils pratiques pour s'attaquer à vos marchés respectifs? Est-ce qu'il faut faire appel à un importateur? Est-ce qu'il y a un enjeu sur le positionnement de prix? Est-ce qu'il y a aussi des enjeux de gestion des exclusivités? Parce qu'on a parlé de ces enjeux de réimportation et j'imagine qu'avec les centrales d'achat, il faut aussi être attentif. Peut-être pour pouvoir continuer sur l'Ukraine, Monsieur Dufour? Bah, des conseils, je dirais que aujourd'hui en Ukraine, par rapport à ce que j'ai connu il y a 15 ans, je suis pas un statisticien, mais je vois à peu près les choses. On va dire qu'on arrive. Alors là, le marché est en train de devenir mature en termes de distribution, c'est-à-dire que
on va arriver à ce que 80% des vins soient vendus dans la grande distribution. Et par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la grande distribution en Ukraine, toutes les grandes enseignes importent quasiment tout en direct. Donc, pour aller chercher ces marchés-là, il faut soit passer par quelqu'un qui est dans le pays et qui a les contacts et qui peut aider à rencontrer les acheteurs, soit trouver les acheteurs directement si on a pour ambition de faire du volume. Après, il y a effectivement, je dirais, les 20 ou peut-être 30% restants qui passent par des magasins spécialisés parce qu'il y a aussi un vrai développement des magasins spécialisés. Et dans ce cas-là, et qui eux-mêmes distribuent aux restaurants dans le secteur CHR. Dans ce cas-là, c'est plutôt via des importateurs qui sont spécialisés sur ce type de marché, quoi. Voilà. Après, conseil, je crois qu'il ne faut pas hésiter à venir. Ça, c'est toujours un plus. Voilà, encore une fois, les yeux dans les yeux, ça marche quand même assez bien. Et ensuite, il faut quand même faire un peu attention où on met les pieds en termes de paiement, quoi. Et ça, je pense que tout le monde est averti là-dessus. Voilà. Mais encore une fois, l'Ukraine est devenue mature ces 15 dernières années en termes de distribution via les réseaux GD, quoi. D'accord. Et pour la Pologne, Madame Parizel, quels seraient vos conseils pratiques pour s'attaquer à ce marché? Bon, ben, je vous étonnerai. Et il y a 10 ans que je commençais, et quand on demandait les gens dans la rue qu'est-ce qu'ils pensent des vins français, ils disaient, alors je vous assure que c'est vrai, la majeure partie disait les vins français sont chers et mauvais. Et c'était, oui, et c'est comme ça que quand j'ai commencé il y a 10 ans, et c'est parce que apparemment après 89, il y avait des grandes quantités de vins de qualité inférieure qui sont venus en Pologne et qui étaient embouteillés ici, ce qui a pollué le marché polonais pour le vin français pour les années. Moi, pour des années, j'avais vraiment des problèmes pour percer, si je peux dire, pour expliquer que le vin français n'est pas forcément mauvais, qu'il faut voir, qu'il faut acheter tout simplement il faut savoir où acheter ou quoi acheter. Et maintenant, ça change, mais c'est vraiment l'histoire de quelques années. Le consommateur est plus averti et bon, peut-être plus éduqué aussi. Donc maintenant, vraiment, les vins français bien de loin, mais bien dans notre espace, et ça commence à être, les vins français commencent à être appréciés. Et pour ce que je puisse dire comme conseil, ben, de mon petit niveau, c'est je peux donner l'exemple de la Géorgie qui en 2008 a vu l'embargo de la Russie et pourtant la Russie était le plus grand acheteur de vin géorgien. Ils se sont tournés vers les autres pays et notamment la Pologne et ils ont commencé, c'est l'État, je pense qui a fait installer une agence qui aide, mais vraiment aide les vignerons géorgiens pour percer le marché polonais. Et maintenant, je crois que la Pologne est le premier importateur de vin géorgien en Union européenne. Et c'est vraiment ces actions de cette agence sont très pertinentes, il faut savoir, puisque l'intérêt pour le vin géorgien en Pologne est grand et ça, c'est toujours grandissant. Et ils ont employé beaucoup d'argent, quoi. Et ils ont fait des actions partout en Pologne, ils ont embauché les gens et ça donne des résultats. C'est ce qui s'est passé avec la Géorgie qui a commencé que en 2008 ou 2009 découvrir le marché polonais. Donc je pense que c'est peut-être par ça direction à prendre, de supporter les gens qui sont sur place, d'avoir
une agence qui supporte ou d'avoir des moyens qui nous aident. Parce que moi, depuis 10 ans, j'importe le vin français, uniquement le vin français, et je n'ai, à part des viticulteurs qui m'aident, je n'ai jamais. Maintenant, ça commence peut-être. J'ai été invitée une fois ou deux fois dans les foires, mais vraiment, j'avais pas de support. Et moi, je suis mon petit niveau, donc je dis rien. Mais peut-être il y a les gros importateurs. Je pense que la France n'est pas présente en Pologne au niveau au grand niveau, quoi. À un certain niveau, c'est pas présente. Et il y avait la place, et c'est pour ça, bon, avec tout ce que j'ai expliqué au départ, cette histoire de vin de mauvaise qualité, de qualité inférieure, et ça, c'était, je pense que c'était vraiment la réponse à la chute au départ. Et maintenant, il faut reprendre les parts, et pour ça, il faut les moyens, je pense. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éléments. Et merci pour cet échange très instructif à tous les deux. Alors, nous avons déjà des questions du public. La première concerne, enfin, il y en a deux, en fait, il y en a déjà plusieurs en fait, sur l'enjeu des banderoles pour exporter les bouteilles. Donc déjà, il y avait une question pour savoir si c'était seulement en Ukraine, en Pologne, enfin voilà, sur quel pays on l'évoquait, et ensuite qui prenait en charge ces coûts. Est-ce que c'est l'importateur? Peut-être on va commencer par l'Ukraine sur cette question des banderoles. Oui, alors, donc, en fait, nous, moi, j'ai mis en place un système où je travaille aussi avec beaucoup de vignerons indépendants. Et donc, c'est un véritable casse-tête parce que les banderoles doivent être collées, mais aussi les contre-étiquettes en ukrainien imprimées, etc. Donc, C'est collé en France ou c'est collé en Ukraine en fait? C'est à quel endroit? avant que le camion passe la frontière de l'Ukraine. D'accord. Donc, C'est tout à fait vrai pour la Pologne aussi. Voilà. D'accord, même chose. Okay. Donc, on fait simple, c'est-à-dire qu'on a un logisticien qui nous fait toutes les ramasses et qui a aussi tout le savoir-faire pour imprimer les contres, poser les banderoles, etc. Et ça, c'est donc quand on achète, nous, que ce soit chez un vigneron indépendant ou chez un plus gros négociant, on achète Xworks. Et on s'occupe de tout, depuis la ramasse au point de vente, au point de départ, jusqu'à l'importation à Kiev. Et pour éviter aussi toutes les tracasseries administratives, pour éviter que une banderole qui doit être collée sur du pétillant ne soit pas collée sur une bouteille de vin sec, etc. Et je comprends très bien, c'est pas le travail des vignerons de s'occuper de ça. Voilà, donc on gère tout. Ce qu'on demande, il y a une autre tracasserie qui peut peut-être être intéressante aussi à signaler, c'est que on a besoin de certificats d'analyse et surtout de certificats de libre vente. Voilà, bon, c'est exigé. Après, voilà, c'est la seule tracasserie. Tout le reste, on s'en occupe jusqu'à l'arrivée à Kiev. D'accord. Et par rapport donc à la Pologne, il y a aussi cet enjeu de banderole et donc un surcoût, j'imagine, aussi à gérer. Oui, donc nous, on s'occupe de tout, de commander des banderoles, de les acheter, puisqu'on les achète, et de les envoyer et donc aux vignerons et seulement la part de vignerons est de coller les banderoles sur correctement, puisque arriver à coller les banderoles sur les bouteilles. Et puis, si c'est possible, de coller aussi les contre-étiquettes en polonais. Sinon, les contre-étiquettes, je fais souvent moi-même. Et pour les banderoles, si les vins arrivent sans banderole, et il y a des contrôles des douanes, ça peut coûter cher. Donc, c'est vraiment important d'avoir le transport, que le vin français passe notre frontière avec les banderoles. C'est comme M. Dufault a expliqué pour l'Ukraine. D'accord. Et justement, une question en termes de logistique, c'était savoir si vous conseillez d'utiliser des camions thermorégulés, notamment pour l'hiver. Quelle est votre position sur la question, Mme Parizel?
Moi, je peux pas me permettre, ça sera trop cher, donc j'essaye toujours de centrer mes achats en période de justement comme maintenant de automne et printemps, donc avant les chaleurs et avant les froids. D'accord. Et vous-même, Monsieur Dufour, c'est la même question Euh, sur les bah, temps régulés? la première chose, c'est qu'on ne prend pas de risque. Donc, bien sûr, l'hiver, on prend des camions température régulée et l'été aussi. Après, voilà, là, par exemple, on a un camion là, qui est arrivé aujourd'hui. Bon, on avait regardé la météo avant. Bon, il n'y avait pas de risque. On a pris un camion bâché. Mais on en a un qui va partir là fin novembre. Là, on prend aucun risque dès qu'arrive le froid. C'est vrai qu'on a eu un mois de novembre là, assez doux là. Donc voilà, on va pas non plus rajouter des frais quand c'est inutile, mais autrement, on prend aucun risque. Aucun risque. Juste reviens sur les banderoles. On a un auditeur qui nous rappelle juste une question qu'il avait posée par rapport au coût supplémentaire de ces banderoles. Peut-être rapidement en Ukraine et en Pologne, quel surcoût ça peut représenter? Est-ce que ça coûte? Mais chez Ah nous, oui, ça représente pas beaucoup, mais c'est la magie de petits chiffres. Donc, chaque banderole coûte quelques zlotys. Et par contre, les vignerons, il y a certaines, ça dépend. Il y a quelques-uns qui nous qui me comptent le collage et ça augmente le prix de vin. Et il y a beaucoup, une majeure partie quand même qui compte pas cette ne se fait pas payer de cette activité de collet, mais il y a quelques-uns qui ajoutent le prix au prix de vin. Et ça augmente aussi le prix considérablement. Ok. pour nous, c'est pareil. En fait, donc on passe par un professionnel, un prestataire. Donc il y a différents coûts, hein, mais les coûts, on les fait pas payer aux fournisseurs. C'est nous qui incorporons le coût dans notre prix de revient des vins quand il arrive à Kiev. Mais c'est vrai que moins les vins sont chers et plus c'est impactant. C'est-à-dire que Tout à fait. poser une banderole, même si ça coûte 15 centimes avec la contre-étiquette à imprimer, etc. Quand on va dire, allez, grosso modo, on rajoute 20 centimes sur une bouteille qu'on a achetée pour les moins chers, entre 1,50 €, 1,30 € quand c'est des gros volumes, bah, tout de suite, voilà, c'est très impactant parce que, en plus, quand les palettes arrivent, il faut dépalettiser, sortir toutes les bouteilles, recartonner, repalettiser, et ça a aussi un coût. Donc, c'est vrai que nous, on a, comme je dis souvent, on a trois métiers. On a un métier qui est le sourcing, un métier qui est la vente, mais il y a un métier que peu de gens connaissent, c'est le métier de logisticien, qui nous demande beaucoup de temps et où ce que disait Mme Parisel, c'est que c'est plein de petits détails, plein de grains de sable qui peuvent faire dérailler dérailler le train ou crever le pneu du camion, on va dire. Mais voilà, c'est une grosse partie de notre activité qui est assez invisible, mais qui coûte beaucoup et sur laquelle on se bagarre tous les jours pour essayer d'économiser un peu. Tout à fait. Et j'ai une question qui était assez intéressante, c'était savoir finalement comment est-ce qu'on peut accéder, est-ce qu'un vigneron finalement peut accéder à vos deux marchés sans parler la langue? Est-ce qu'il y a des possibilités de parler est-ce qu'il est facile de parler anglais sur ces marchés ou est-ce qu'il y a vraiment une barrière potentiellement de la langue et il faut des traducteurs ou des intermédiaires supplémentaires? Je pense qu'en Pologne, l'anglais est tout à fait présent, donc ça peut suffire. Par contre, pour un vigneron, je conseille d'avoir un contact sur place, pas pour la langue, mais plutôt pour les contacts ou pour le savoir-faire, comment se tourner, par où commencer, qui est important. Enfin, c'est plutôt ça que la langue qui est importante. D'accord. Et vous, Monsieur Dufour? Oui, bah, c'est pareil. Vous savez, les gens qui s'intéressent au vin français ou au vin étranger, bon, généralement, ils parlent anglais. Donc, voilà, c'est pas trop
problème. Hein. C'est pas le Mais par contre, il faut l'anglais. Il faut un Exactement. minimum d'anglais. Voilà. Arriver D'accord. avec le français seul, c'est pas possible. Ok. Non, non. Super. Le temps passe très vite. Une dernière question. C'est pour savoir quelles étaient les appellations françaises les plus demandées en Ukraine et en Pologne. Peut-être vous-même pour ainsi dire, vos best-sellers sur vos deux entreprises. Monsieur Dufour, vous, quels sont les vins qui sont les plus demandés, que ce soit en appellation, en couleur? Bah, d'abord, il y a une saisonnalité comme partout. Donc là, on a attaqué l'automne. On voit dès le mois de septembre, les gens commencent à rebasculer sur des vins un peu plus rouges. Donc il y a une saisonnalité. Après, les appellations, bah, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas faire d'ombre à. Je ne veux pas dire qu'il y a une appellation qui est meilleure qu'une autre. Hein. Ce que j'ai le plus de mal à vendre, bah, c'est ma région, puisque je suis bourguignon, parce que bah, on sait tous que la Bourgogne, tous les ans, augmente pour des raisons à la fois de faible récolte, mais aussi de grosse demande. Donc, c'est clair que les volumes, encore une fois, moi, mes plus gros volumes, je les fais sur le Languedoc. C'est les vins accessibles, encore une fois avec un style qui correspond à la demande de nos consommateurs. Et c'est avec ça, ces vins-là aussi qu'on fait le plus de volume, que ce soit pour, je sais pas, par exemple, là on est en pleine période de cadeaux d'affaires et puis d'événements. C'est clair que pour les événements, quand les sociétés achètent, là par exemple, ils viennent d'acheter 1800 bouteilles, bon, bah, question de budget, ils s'orientent plutôt sur des vins, pas trop chers. Voilà. Après, il y a aussi un effet de connaissance, de marque. C'est vrai que le Bordeaux est la marque la plus connue. Donc, bon, le Bordeaux se vend très bien. Voilà, après tout se vend. Hein, nous, on vend tout en boutique parce qu'on est derrière la bouteille, je dirais. Par contre, posé sur un rayon, voilà, ce qui va se vendre, c'est d'abord le prix et ensuite les régions les plus connues. Et c'est clair que Bordeaux, Chablis, Sancerre, voilà, tous voilà, les grands classiques se vendent tout seuls, quoi. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais... Parfaitement. Et vous, Madame Parisel, au niveau de vos best-sellers, pour ainsi dire, ceux les plus demandés? Bon, ben, je suis d'accord avec Monsieur Dufour de son analyse, mais sinon, le best-seller, c'est dans les vins le moins cher, c'est vrai, et c'est surtout pour les clients individuels et pour les restaurants. Et bon, il y a aussi le phénomène de saisonnier, mais par contre, des restaurants, des bons restaurants, je vois une augmentation de blanc Bourgogne. Et ça, j'avais remarqué. Mais tout ce que je dis, c'est pas vraiment vrai de l'année dernière que les restaurants étaient fermés. Donc ça, je peux pas vous assurer que ça sera comme ça cette année et l'année à venir. Mais juste avant la pandémie, c'était une augmentation, une jolie augmentation des blancs Bourgogne que j'avais remarqué dans mes restaurants. Et pour ensemble, c'est plutôt les vins moins chers. Je vous m'étonnerais, c'est le Cabernet d'Anjou qui se vendait beaucoup aussi. Est-ce Eh que je bien, peux c'est rajouter rosé. Je voudrais rajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent. Il y a une chose qu'il faut comprendre sur le marché. J'imagine qu'en Pologne, c'est la même chose qu'en Ukraine. Les gens, ils connaissent les vins français, mais ils connaissent les vins du monde entier. Nous, en France, on va consommer peut-être, je ne sais pas, 2 ou 3% de vins étrangers. Ici, en Ukraine, la France n'est pas le centre du monde. Et Tout à fait. je vois les consommateurs, surtout tous ces nouveaux consommateurs, ils appréhendent le monde du vin par le nom des cépages. C'est assez classique dans les pays, y compris du Nouveau Monde. Et je vois par exemple sur les bouteilles, il y a pas mal de nouvelles étiquettes qui maintenant, bon, je prends un exemple, c'est marqué Bordeaux. Je vois le château avec qui je travaille. Maintenant, ils ont mis sous l'étiquette le nom Bordeaux, il y a le nom du cépage.
Eh ben, sur un marché comme l'Ukraine, ça paye parce que alors bon, les gens connaissent Bordeaux, mais si c'est une autre région qui connaissent moins, le fait d'annoncer le cépage ou les deux cépages ou les trois cépages est un vrai plus parce que les gens sont sensibles au cépage. C'est comme ça qu'ils ont démarré dans le monde du vin. Et notamment aussi parce que ils connaissent très bien les vins géorgiens et les vins géorgiens se vendent par les cépages. Donc ils entrent dans le monde du vin par le cépage. Merci à vous. Ça aide, mais... Merci, mais merci pour vos dernières analyses et vos conseils. Toutes mes excuses, on a un peu dépassé sur l'horaire, mais merci à tous pour votre participation et votre écoute. Donc l'heure est venue de nous séparer. Je voulais remercier déjà nos auditeurs pour votre participation qui était très active. Merci également à Adrien, Anna, Pauline, Alexandra et Robert pour l'organisation de cet échange. J'espère que vous en savez davantage sur la Pologne et l'Ukraine et toutes mes excuses pour ne pas avoir pu prendre toutes les questions. Il y en a encore qui viennent d'arriver, mais ce sera pour, j'espère, un prochain webinaire où nous pourrons revenir sur ce sujet. Ce webinaire sera disponible en replay sur le site Vitisphère pour aussi le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous recevrez demain déjà un lien pour visionner à nouveau ce webinaire. Et la présentation est déchargeable via la console. En quittant ce webinaire, il y a un questionnaire qui va vous être proposé. S'il vous plaît, vous prenez quelques minutes pour le remplir. Je sais que c'est un exercice un peu fastidieux, mais il est assez important pour nous, pour améliorer nos prochains webinaires et vous proposer des contenus les plus utiles possibles. On se retrouve d'ailleurs dans un mois avec un 14e webinaire qui sera consacré au marché du vin au Mexique. Rendez-vous le 8 décembre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir, merci. Au revoir, merci.